Paul Ella faisait allusion justement à ces thématiques qui sont débattues lors de ces assemblées et qui ne reflètent pas forcément la réalité, qui n'épousent pas les intérêts justement des États africains. Donc, c'est un peu difficile lorsqu'on parle de réformer. Réformer dans quel sens? Justement, vous avez pris un exemple simple. Oui. Oui. Il a fait allusion tout à l'heure à la question climatique oui. Qui était pratiquement au centre, c'est dans la thématique même, la résilience climatique. Tout à fait. Les gens polluent, mais c'est nous qui payons le prix. Exactement. Ça nous coûte 50 milliards de dollars par an. Le pire n'est pas là. Le pire, c'est que le grand combat que l'on fait au niveau de la guerre des climats, c'est qu'il y a une technologie qu'on veut imposer. On veut imposer à qui? Aux nations qui, en principe, ne sont pas encore développées. Et toute cette technologie est maîtrisée par les gens qui ont déjà atteint un niveau de développement. C'est la raison pour laquelle vous avez vu ici, moi il m'arrivait à travers les gens qui faisaient dans ce secteur. Dans le secteur des énergies renouvelables, généralement quand on vous propose une solution, on vous dit ok, vous pouvez utiliser, il faut les appareils qui vont aller dans ce sens, c'est-à-dire les appareils qui ne consomment pas trop. On va vous donner une ampoule LED, un ordinateur, etc., etc. Mais qui fabrique cet ordinateur? En tout cas, votre ordinateur qui est à la maison, vous devez mettre cela de côté. Le téléviseur, le frigo, le ventilateur, vous mettez tout cela de côté. En fait, vous recommencez tout à zéro. Alors qu'ils sont déjà calés. Premièrement, ils ont déjà tout ça chez eux. Deuxièmement, ils maîtrisent la technologie, c'est ce qu'ils veulent encore vous imposer. Ça veut dire que vous avez encore un cycle de plusieurs siècles à suivre ce qu'ils sont en train de faire. En termes simples, si on ne reste que sur l'aspect du changement climatique que les gens nous chantent tous les jours, ça veut dire qu'en fait, ils sont en train de la battre, pour ne pas la citer, la battre est en train de participer à financer les éléments qui ne peuvent créer les emplois. Pratiquement sur l'ensemble du solaire, sur l'énergie éolienne, dans tous les domaines. L'industrie, c'est où? C'est de l'autre côté, c'est-à-dire là-bas, va créer les emplois ailleurs. Tout ce qu'on va faire, c'est que ces mêmes actionnaires qui sont au conseil d'administration de la BAD vont venir nous prêter de là. Nous allons encore prendre ça, leur remettre, puis ce sont eux qui ont la technologie, et revenir nous donner ces appareils. Ça veut dire qu'on serait dans un cycle permanent de dette, d'endettement et de marché de consommation. Merci à vous, Dalvaris Goudjo. Monsieur Ndouma, alors votre analyse, tout simplement, en ce qui concerne cette rencontre qui s'est tenue du côté d'Accra. Alors, mes prédécesseurs ont suffisamment évoqué des aspects pertinents liés à cette assemblée. Je pense que l'existence de la BAD, du groupe Banque africaine de développement, a un sens. Le fait que ça existe, c'est bien. Je pense qu'il y a, au-delà de cette BAD-là, même si ce sont des entités qui appartiennent à la BAD, il y a le Fonds africain de développement. Oui, bien sûr. Oui. Et puis il y a le Fonds spécial du Nigeria. J'avoue que avec une projection sur la durée depuis la création de ce groupe, comme l'a si bien relevé Monsieur Ella, jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même lieu de s'interroger sur les réalisations liées à un groupe qui, à mon avis, est aussi a une telle ampleur. Parce que 81 membres, tous les pays africains, y compris d'autres membres que je trouve un peu superflus, parce que nous savons que les impérialistes font tout pour que l'Afrique ne décolle pas en termes de développement. Oui. Et lorsque certains parmi eux sont présents dans des institutions africaines, je pense que leur rôle premier, même s'il n'est pas souvent avoué officiellement, est de chercher à bloquer le décollage de l'Afrique, c'est-à-dire de protéger les intérêts de la vision impérialiste qui a été notamment édictée, celle de ne pas permettre à l'Afrique de s'industrialiser. Parce que si l'Afrique n'arrive pas à s'industrialiser, elle ne va jamais décoller. Donc, la présence de ces 27 autres membres au sein de la BAD, pour moi, n'a pas de sens. Elle n'a de sens que pour que cela joue le rôle des ambassadeurs pour pouvoir bloquer le développement de notre continent. Il est quand même gênant de savoir que ce que je dis est su de tous ces dirigeants-là. Parce que beaucoup de grands hommes en Occident ont clairement indiqué que l'objectif de l'Occident, c'est que l'Afrique ne se développe pas, que l'Afrique soit, on peut dire, un champ pour l'Occident.
où l'Occident peut venir se servir, puiser ce dont il a besoin, et que malgré tout cela, on continue d'impliquer ces Occidentaux dans des sphères de décision au niveau de l'Afrique, pose quand même un réel problème. Est-ce que c'est une question de manque de volonté politique? Est-ce une question d'incapacité à pouvoir exercer un certain leadership en tant que dirigeant d'un pays africain? C'est gênant parce que je pose des questions auxquelles on a véritablement des réponses. Et en fait, à un moment donné, on se demande si on ne tourne pas en rond. La levée des fonds, si le feu président Kadhafi, à lui seul, a pu monter un projet où le Fonds monétaire africain avait un montant suffisamment élevé par rapport au Fonds monétaire international, pourquoi tous les pays africains n'arriveraient pas à faire autant ou plus? Donc je pense que ce n'est pas une question de moyens financiers. De capacité, oui. De capacité à pouvoir le faire. Alors, ça reste une question, beaucoup plus une question de leadership, une question d'audace liée à nos dirigeants qui, pour la plupart encore, n'arrivent pas à réaliser qu'on doit se déconnecter totalement de ce lien-là qui fait en sorte que on ne peut parler que de lutte contre la pauvreté, lutte contre le chômage, lutte contre la misère, etc. Et on part de contre-objectif à contre-objectif. Parce que si vous voulez créer de la richesse, vous ne pouvez pas fixer pour objectif, et là je reviens sur la BAD, lutter contre la pauvreté sur le continent. Pourquoi ne pas dire créer de la richesse? Pourquoi fixer des contre-objectifs? Lutter contre la pauvreté, lutter contre le chômage, lutter contre la misère, etc. Oui. Donc, et je pense que c'est fait exprès pour donner l'impression à ceux qui sont les plus démunis, parce que c'est la grande majorité, malheureusement, qu'on s'occupe d'eux, qu'on s'adresse à eux, parce que les pauvres, il y en a dans tous les coins de la rue en Afrique. Et donc, la question est de pouvoir faire en sorte qu'on change de concept, c'est-à-dire qu'on fixe des objectifs d'accord, oui, pour qu'effectivement, on soit capable de pouvoir les atteindre et évidemment de mesurer, n'est-ce pas, le niveau de progression qu'on a chaque fois qu'on a passé un cap. Et malheureusement, ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Donc la BAD, oui, c'est bien qu'elle existe. Pour le moment, moi particulièrement, je ne vois pas véritablement le rôle central, impulsif, le rôle, on va dire, accélérateur, n'est-ce pas, des différents projets qui devraient faire de l'Afrique quand même le continent qui mérite d'être ce continent-là qui est en réalité le continent le plus riche et qui devrait véritablement prendre son leadership avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, avec les partenariats qui sont devenus multipolaires et que l'Afrique devrait chercher plutôt à se positionner de manière à conforter son leadership dans le monde. Merci à vous, Monsieur Ndouma. Eh bien, on va sortir de cette problématique d'accueil, on va le dire comme ça avec vous, Dr Yom Timba. Peut-être en revenant sur les propos du président ghanéen, 18 économies africaines ont été confrontées à des dégradations de crédit au milieu des vents contraires de la pandémie de Covid-19, les effets combinés de la situation de la dette, de la hausse des taux d'intérêt et de l'augmentation du coût de la vie entraînent une grave instabilité macroéconomique et financière. Alors, Dr Yom Timba, votre avis déjà sur ces chiffres avancés non seulement par ces gouvernants, mais aussi par l'ABAD. On le rappelle, selon l'institution, on parle d'un taux de croissance faible en Afrique, soit près de 4% d'une part, mais d'autre part, l'on assimile les problèmes économiques africains au Covid-19. Est-ce que les problèmes de développement africain commence avec le coronavirus? Est-ce que c'est pas on a l'impression que c'est un discours qui vise aussi à encourager un certain financement, entre autres la problématique par exemple des vaccins?
En dehors du terme Covid, dans tout ce qu'il a dit, vous avez compris quelque chose, vous? Moi, j'ai rien compris du tout. Il a parlé de dette, oui. Je n'ai rien compris du tout. Il a parlé de dette, il a parlé de pandémie de Covid, hausse d'intérêt, augmentation de coût de la vie. Comment on fait pour mettre tous ces concepts dans la même phrase? D'un point de vue scientifique, ça s'appelle du charabia. Ça veut dire que ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas être un président africain. Vous constatez que sur 54 pays ou 55, il y en a 18 dont l'économie s'est sérieusement dégradée. Et au bout du compte, vous ne proposez pas tout simplement que tous ces pays se mettent ensemble. C'est le minimum. Je veux dire que c'est l'élément logique, la suite logique. Et d'autre part, le Covid-19 ou la Covid-19, je ne sais même pas quel est le genre de cette affaire. Bon, alors, on dirait que le monde commence avec ça. Pour nous en Afrique. On justifie tout par ça. Et maintenant, on a un deuxième paravent. La guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit très sérieux. Vous ne pouvez pas porter ce genre de discours à la BAD. La BAD, ce n'est pas une banque africaine. La BAD, c'est une organisation de contrôle de l'Afrique, comme il y en a bien d'autres. La première chose qui m'énerve dans cette affaire de la BAD, c'est que les gens sont installés en Afrique et vous avez une foule d'emplois stratégiques, grassement payés, qui sont occupés par des gens qui ne sont pas des Africains, mais ils sont sur le continent africain et captent du pouvoir d'achat. Comment on arrive à faire ça en Afrique? C'est-à-dire que les gens viennent chez nous, captent du pouvoir d'achat important. Quand vous êtes directeur à la banque, vous avez un pouvoir d'achat qui peut faire vivre tout un village africain. Oui. Alors, ils captent du pouvoir d'achat, ils renvoient ça chez eux, mais qui renfloue les caisses de la BAD? Qui, en fait tourner la BAD? C'est l'Afrique. Puisque c'est ici qu'on investit 2-3 francs, et c'est ça qui produit, qui génère vraiment les ressources qu'il y a à la BAD. Je pense que peut-être que cette banque peut continuer à exister. Parce que tant qu'à faire, il y a quand même beaucoup de nos compatriotes africains qui ont des emplois, et puis de temps en temps, ça génère quelques emplois pour une route, pour un programme gouvernemental à gauche et à droite. Mais les Africains doivent créer une vraie banque. Il me souvient qu'il y avait un projet de banque centrale africaine, un projet de fonds monétaire africain. Là, on était sur du sérieux. Et ces institutions doivent être des institutions africaines, où on a le Fonds monétaire africain, les 54 ministres des Finances ou responsables ou gouverneurs de banque, ça, je ne sais pas moi, s'asseyent et disent voilà. Et si les Africains vont plus loin et qu'ils ont au moins des États sous-régionaux, il y a 5 sous-régions qu'ils aiment rappeler aujourd'hui, ça fait 5 gouverneurs de banque centrale, ces gars ils s'asseyent, font le travail. Et je crois que nous devons être beaucoup plus rigoureux qu'on ne l'est aujourd'hui. Et le docteur Douma parlait d'audace. Le vrai problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est le courage politique. On a le sentiment parfois que les années 40, avec les Nkrumah, les années 50, avec les Oumiobe, les Ben Bella, les Gamal Abdel Nasser, les Augustin Honoto, un peu plus après là, les Lumumba, les Samora Machel, et même les Mandela. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, il y a un dicton, non, un proverbe de chez moi qui dit que la plupart du temps, les lions n'enfantent pas des lions. Et là, on a le sentiment en Afrique qu'il y a eu des lions, et les générations qui ont suivi, il n'y a pas de lions là-dedans. Et c'est très grave, parce que ce dicton signifiait quoi? Cette proverbe signifie dans nos villages qu'il faut être vigilant. Certaines générations s'endorment dans la paresse, dans l'inconsistance, en se couchant simplement et en se nourrissant simplement des bases qui auront été posées par les générations précédentes. Donc il faut rester vigilant. La BAD tient son assemblée générale. Si vous regardez les membres de la BAD, vous vous demandez, mais ce n'est pas une banque africaine. D'abord, quelle est la part du capital des pays africains? Combien contribuent réellement là-dedans? Justement, c'est donc quoi? C'est une question de volonté. Tout à l'heure, on parlait de volonté politique. Oui, aujourd'hui, pour passer à autre chose, soit modifier, comme le propose Dr. Goudjou, de modifier la structure de la banque, ou comme on peut le proposer, à savoir, cette banque-là, elle existe, mais on crée une vraie banque africaine.
Et celle-là, elle est une banque où les contributions sont obligatoires, régulières, en tout cas, c'est des mises. En réalité, une banque, vous ne contribuez pas tout le temps. Vous faites des mises, il y a un capital qui est constitué, et puis cette banque-là est gérée par des Africains. Et on sélectionne. Nous avons des types extrêmement brillants. Voilà un devant vous, le docteur Ndouma. On peut lui confier une banque africaine. Et si on lui confie une banque africaine où il se retrouve avec ses pairs togolais, tanzaniens, algériens, ghanéens et angolais, etc., il n'a pas d'autre chose que de s'assurer qu'il finance des projets africains. Ouais. Lorsque le président actuel de la BAC, qui est, je crois, ingénieur agronome d'ailleurs, lorsqu'il vous dit, pour anticiper sur les crises alimentaires éventuelles à laquelle l'Afrique va faire face, on va apporter $1,5 milliard. Ouais. Pour faire quoi? $1,5 milliard. Pour faire quoi? Lutter contre la famine. Quoi? On a l'impression d'avoir le président du programme alimentaire mondial qui dit à Elon Musk, donne-moi 6 milliards et je réduis la faim dans le monde. Non, vous donnez $1,5 milliard. Pourquoi? Pour faire quoi? Vous êtes la Banque africaine de développement. Vous n'avez aucun institut d'agriculture et d'agroalimentaire modèle où vous dites, nous concentrons les meilleurs étudiants et les meilleurs ingénieurs africains pour les former et qu'ils soient ceux qui, dans les pays, rentrent organiser l'agriculture pour qu'elle soit productive. Et justement, je ne sais pas, ça revient un peu à la question précédente, peut-être ça sort du champ économique, je ne sais pas trop. On parle justement de famine, on sait que c'est annoncé en grande pompe par la communauté dite internationale qu'il y aura une grande famine en Afrique, un message, du moins un discours qui n'est pas très bien accueilli en Afrique, en parlant tout à l'heure du coronavirus, précisément des vaccins. Ce n'est pas également très accueilli. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'on passe justement par ces organisations, ces institutions africaines pour pouvoir diffuser le message et imposer justement ces idéologies? J'ai commencé par là. Oui. C'est du harcèlement psychologique et c'est de la manipulation des foules. On vous dit, ouais, il va y avoir de la famine en Afrique. Non, il n'y aura aucune famine si les Africains s'organisent bien. Ce n'est pas quand les autres l'annoncent qu'on commence à dire on met $1,5 milliard. Depuis que ce monsieur est directeur général de la Banque africaine de développement, il est agronome. Il n'a pas pensé qu'il fallait susciter des usines de tracteurs en Afrique. La banque fait quoi? Ce n'est pas son travail de financer ce genre de choses. Des usines de tracteurs, des usines de moissonneuses-batteuses, des laboratoires de recherche, une grosse université ou des universités régionales, sous-régionales de formation d'ingénieurs pour dire aux États voilà comment il faut faire. C'est ça une banque de développement d'un continent. La banque de développement d'un continent, ce n'est pas les assemblées, on entend parler d'eux par les assemblées. Après, ils vont vous dire, oui, mais nous avons des programmes dans les États. Essayez d'évaluer ces programmes. Une banque, lui qui est agronome, mais il est le premier à savoir que l'un des gros problèmes agricoles que ce continent a, mais c'est l'incapacité à sortir les productions des campagnes et de les drainer vers les centres urbains. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, le gros problème qui fait que les autres disent qu'il va y avoir une famine, c'est quoi? Mais c'est qu'on a tué les habitudes alimentaires traditionnelles. On nous fait manger des choses qui viennent d'ailleurs. L'agronome a fait quoi pour ça? Vous savez, c'est toute la différence entre ceux qui sont structurés pour travailler pour l'Afrique et ceux qui sont simplement dans des organisations internationales. Lorsque vous êtes directeur général de la Banque africaine de développement, d'une vraie Banque africaine de développement, la vérité est que si vous faites 2 mois et que vous n'avez pas le problème avec votre conseil d'administration, c'est que vous n'êtes pas un bon directeur général. Parce que dès que vous arrivez, vous allez leur dire, messieurs, je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi la plupart des directeurs sont japonais, américains, suédois, tout ça là. Pourquoi? Il faut des Africains parce que c'est un mécanisme, le salaire est un mécanisme de redistribution. Pour quelle raison vous allez donner un salaire en millions de francs, en dizaines de millions de francs CFA à un Japonais en Afrique, alors que si vous faites la même chose, ce gars va payer l'école à 10 enfants dans son village. Il faut lutter contre la famine. Et vous dites que vous voulez lutter... la pauvreté. C'est encore pire, parce qu'en termes d'objectifs, c'est très grave. Quand le docteur Ndouma dit, les gens disent on lutte contre. Pourquoi vous luttez contre des choses? Les gens veulent que vous construisiez. Soyez dans une démarche de construction. Pourquoi vous êtes dans une démarche d'opposition? Donc vous luttez contre le chômage. En fait, tout ce que le peuple entend depuis, c'est qu'il y a le chômage. Il y a le chômage. Nous luttons contre la pauvreté. Tout ce que le peuple entend, pauvreté, pauvreté.
Non, messieurs. Oui, en réalité, c'est un discours, je commence à vous dire que c'est de la manipulation des foules. Oui. C'est un discours de manipulation des foules. C'est pour ça que je disais que ce que le président ghanéen dit, je n'ai rien compris. Mais j'ai parfaitement compris, sauf que tout son discours, il aligne dans la même phrase des choses qui sont des chocs psychologiques pour notre peuple et qui les abrutissent. Covid-19, dette, famine. Comment vous pouvez aligner ce genre de choses dans la même phrase dans votre propre pays et dans le continent africain? Je crois que le fond du problème aujourd'hui, et c'est des choses qui vont arriver très vite, parce que lorsque viendra le moment où les Africains vont se passer du système des banques, sur ce paradigme traditionnel-là, je pense que la BAD, on ne la regrettera pas beaucoup. Pas du tout. Merci à vous, Dr. Yamtimba. Eh bien, ce sera sans transition pour aborder dans notre thématique principale. Bangui sera-t-elle la capitale du Bitcoin en Afrique? Tout porte à croire que oui. En tout cas, on parle du projet Songo, qui est aussi le nom de la langue nationale de la République centrafricaine, qui prévoirait donc de faire de ce pays le premier crypto-hub légal, un paradis financier sans impôt sur le revenu, et les sociétés où les échanges en Bitcoin ne seront plus taxés et où l'acquisition de la nationalité de terre centrafricaine sera donc facilitée par les investisseurs numériques. On le rappelle, c'est un projet combattu bien sûr par les institutions internationales et bien sûr financières et même régionales, sous-régionales. Mais le président Faustin Archange Touadéra semble en tout cas décidé à poursuivre cette initiative malgré les mises en garde, malgré les avertissements, malgré le fait justement qu'on lui ait dit à plusieurs reprises que c'est un projet assez dangereux, non seulement pour la République centrafricaine, mais aussi voilà, pour on va dire quoi, les pays voisins, on va le dire comme ça. Alors on va, je reprends le tour, mais je recommence avec vous une fois de plus, docteur Yamtimba, sur ce projet en République centrafricaine. Alors, votre avis, moi je vais dire comme ça pour planter des corps, sur cette initiative du président. On en a parlé lors de notre première édition, on parlait du Bitcoin. Aujourd'hui, on se rend compte que la Centrafrique évolue. Il y a déjà un nom, le Songo. Bon, alors, deux choses. Je crois qu'il est extrêmement important de faire un point, parce qu'on dit tout, on dit beaucoup de choses, mais on dit peu souvent, on dit très rarement ce que dit le gouvernement centrafricain. Dites-nous. Je suis arrivé à 16h. Je sors de Bangui. D'accord. Et vendredi, je suis intervenu lors de la conférence sur le Bitcoin à la CEMAC, organisée par le Conseil économique et social. Ok. Non, pas du tout. Je suis parti. On m'a porté, on m'a dit, allez, on s'en va. L'information fraîche. On m'a porté, je n'ai même pas eu le temps de dire au revoir à mes enfants. Ok, dites-nous donc, ça veut dire que vous nous réservez des informations assez fraîches. Alors, je pense que, premièrement, la Centrafrique ne crée pas de crypto-monnaie. D'accord. La Centrafrique, c'est clairement dit dans sa loi, le Bitcoin est la monnaie de référence. Point. Il ne crée pas de monnaie. Expliquez-nous. Alors, qu'est-ce qui se passe en Centrafrique? Le président et le gouvernement et les institutions sont pris dans un étau. Ils ont un problème. Le président a fait un certain nombre de promesses. Je vais investir 42 milliards de dollars dans ce pays au cours de mon mandat. Oui. Je vais faire, entre autres, 5000 km de route, 2700 voies ferrées, 2700 km de voies ferrées. Je vais lancer l'exploitation pétrolière avec de la pétrochimie, du raffinage, etc. etc., etc. Oui. Je vais créer une ville universitaire nouvelle, des choses comme ça. Mais avec le franc CFA, il ne peut pas le faire. Le contexte monétaire est tel qu'il ne peut pas le faire. C'est impossible. D'ailleurs, s'il se débrouille et lance l'exploitation du pétrole, il enrichit un autre pays via les mécanismes du compte des opérations. Donc, il se pose la question, lui, son gouvernement, les autres institutions, que faire? Et ils se disent, tiens, on va régler un problème. Le problème qu'on va régler, c'est qu'aujourd'hui, nous avons, heureusement, une technologie, un paradigme qui nous permettent de recevoir nos revenus d'exportation en dehors du schéma du franc CFA. Naturellement, cela va priver la BEAC et le compte des opérations du Trésor français d'un flux financier important. Et ça risque de faire des émules. Ça, c'est encore pire. Du coup,
la BEAC monte au créneau. Mais la question est de savoir, la BEAC monte au créneau, les affidés, tout le système des alliés, Fonds monétaire international, etc. Mais la question est de savoir, est-ce que la Centrafrique a enfreint une règle de la communauté? Apparemment, oui, parce qu'on a un certain nombre d'articles qui expliqueraient que... Donc, vous savez, Madame Siquet, du moins, c'est ce que les experts je ne sais pas de quels experts, je sais pas de quels experts il s'agit. Vous savez, les experts, il y en a en tout. Il y a même les experts qui sont les experts de votre visage. Donc, non. Les questions fondamentales qu'il faut se poser, c'est la question de l'unicité de la monnaie et la question de l'exclusivité de la monnaie. C'est les seules questions juridiques qui ont du sens. Est-ce que nous avons, dans les textes communautaires, quelque chose qui dit que le franc CFA est l'unique monnaie de la région, de la sous-région? Ça n'existe pas. À partir du moment où ça n'existe pas et que la question de l'unicité est évacuée, ben on laisse ouvert la possibilité d'en avoir une autre. Tout à fait. La question de l'exclusivité, ça n'existe pas. Ni dans les textes communautaires, ni dans les accords avec la France. Ça n'existe pas. Oui. Il n'est dit nulle part que le franc CFA est la monnaie exclusive de la sous-région. Bon, peut-être que ce que je dis là va inspirer la BEAC qui va revoir ces textes, mais ce n'est dit nulle part. À partir du moment où ce n'est dit nulle part, c'est parce que c'est ça les éléments fondamentaux qui relèvent de je peux légaliser ou non une monnaie. Oui. Donc, comme cela n'existe pas, eh bien, la Centrafrique a bien le droit d'avoir une autre monnaie. Et le Bitcoin, c'est la monnaie de référence. C'est extrêmement important, c'est ça la subtilité en fait. C'est ça la subtilité, c'est que comme c'est la monnaie de référence, il y en a certainement une autre. Mais ce n'est pas elle, la monnaie de référence, mais elle continue à avoir cours légal. Et donc, du coup, le président règle le problème du contexte monétaire. Je n'ai plus de tutelle monétaire qui me prive d'une partie de mes revenus d'exportation, donc de mes devises, et donc de ma capacité d'investissement. Et dans le même mouvement, je sécurise mes recettes. Mais qu'est-ce que la Banque mondiale, là-bas, tous ces gens répètent tout le temps à tous nos États? Sécuriser les recettes. Mais pour quelle raison on doit sécuriser les recettes internes et pas celles qui sont de l'extérieur? Alors qu'eux-mêmes, la Banque mondiale, le FMI viennent de l'extérieur. Mais on commence par financer celles qui sont de là où elles viennent. Là où ces institutions viennent donc de l'extérieur. Donc, il sécurise les recettes extérieures et cela lui permet de disposer de la totalité des devises du pays et donc il obtient ainsi la capacité d'investir ces 42 milliards de dollars. Et du coup, les effets de levier de ces investissements sont tels que il ne va pas nécessairement par ces investissements, par ces exportations, les exportations du public et du privé, avoir nécessairement tous ces revenus-là, mais les effets de levier sont tels qu'il va disposer de largement plus que 42 milliards de dollars au cours des 5 ans. Et du coup, malheureusement, le débat sur le franc CFA est clos. Il n'a pas besoin d'en parler, puisque lui, il a autre chose. Et la question fondamentale pour les économistes devient à quoi sert une banque centrale. En fait, les gens se sont focalisés sur des éléments périphériques. Il n'y a pas d'électricité en Centrafrique, il n'y a pas de connexion à Internet. Les gens vont acheter les bitcoins, comment ça coûte cher. Le cours du bitcoin aujourd'hui, je crois, c'est autour de 20-22 millions. Qui vous a dit que ça va se passer comme ça? Le gouvernement centrafricain ne dit pas ça. C'est pour ça qu'ils mettent Sango en place. C'est la plateforme sur laquelle la magie va s'opérer. D'accord. Cette plateforme, lorsque la Centrafrique va exporter son pétrole, et ça va commencer bientôt, et le pétrole, c'est une affaire de beaucoup de milliards de dollars. On va payer la Centrafrique en bitcoin. Je vous rappelle que le commerce international se fait en bitcoin, déjà. On va les payer en bitcoin et tout ça va transiter par l'heure. Sango, c'est juste une plateforme. On pourra de manière périphérique y faire du trading, mais l'objectif de l'État, ce n'est pas de faire du trading, ce n'est pas son truc. Donc l'État centrafricain va devenir un État bitcoiner. Un État qui achète, qui paye en bitcoin. Et qui accepte des bitcoins en échange. Si le bitcoin est à 22 millions, ça veut dire que c'est un État quand même. Quand il reçoit, par exemple, 1 milliard de dollars pour les recettes pétrolières, ben, ça fait beaucoup de bitcoins quand même. Et l'État va donc alimenter le système économique avec ces bitcoins, via la commande publique et via les salaires. Parce qu'on vous paye, Madame Siquet, en bitcoin, ils peuvent commencer par les fonctionnaires, on vous paye en bitcoin, et on va commander à un entrepreneur comme chez là,
ou M. Ngoudjou, on va lui commander, je ne sais pas moi, des téléphones et on va le payer en bitcoin. Et ces bitcoins-là, lui, va les utiliser pour commander ses téléphones en Chine ou en Turquie ou ailleurs. Donc, il n'a aucun problème. Il utilise son bitcoin. Mais il y a mieux. C'est que vous allez, tout ça va passer donc par la plateforme. Et puis, pour les achats du quotidien, puisque la BEAC dit qu'il ne faut plus convertir le bitcoin en CFA ou le CFA en bitcoin, mais c'est très simple. Pourquoi les gens pensent que nous vivons sur Mars? On fait un wallet. Crypto wallet, point barre, Bitcoin wallet. Ça existe déjà au Salvador. Et j'ai eu la chance de voir ceux qui ont fait ce crypto wallet. Et nous avons là une structuration de ce qui va se faire en Centrafrique. Il va y avoir donc ce crypto wallet, ce Bitcoin wallet, qui pourra s'appeler Sango Wallet, et qui permettra donc au commun du peuple de recevoir les bitcoins qui viennent du haut, puisque c'est comme ça qu'ils reçoivent les francs CFA. N'est-ce pas? C'est les salaires qui leur amènent, qui leur apportent les francs CFA. N'est-ce pas? C'est la commande publique qui apporte les francs CFA aux entreprises. Donc, c'est le même schéma. On ne change pas la vie des gens. Et comme le Bitcoin est divisible à l'infini, même la gomme de votre enfant qui coûte 25 francs, on peut l'acheter en Bitcoin. C'est ça la grande différence. Oui. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut plus acheter avec le franc CFA. Mais on peut tout acheter avec du Bitcoin. C'est divisible à l'infini. Et il peut y avoir des poussières de Bitcoin qui traînent quand c'est vraiment très petit. Donc, tout est possible. Et avec leur porte-monnaie électronique en Bitcoin, avec donc l'adhésion des hôtels, des restaurants, des librairies, des magasins, l'hôtel dans lequel je logeais a déjà commencé. Hier, ils ont reçu un paiement en Bitcoin. On leur a ouvert leur wallet, leur porte-monnaie, portefeuille électronique. Là, tout de suite, des gens ont payé leur nuitée en Bitcoin. À partir de la plateforme Sango. La plateforme Sango n'est pas encore opérationnelle, mais à partir de ce qu'on appelle Wallet of Satoshi. D'accord. Ça a été déjà fait. Donc, après, on peut recevoir des paiements de partout. Donc, en fait, on est dans une situation où, évidemment, la Centrafrique n'a pas l'intention de penser que le Bitcoin règle ses problèmes comme par magie. Mais la Centrafrique se donne simplement un outil qui permet de régler un sérieux problème politique, la tutelle monétaire. Et il va donc y avoir cela, et puis des activités de minage de Bitcoin qui vont commencer bientôt, parce qu'il y a des gens qui étaient là et qui vont commencer ces activités-là. Donc, expliquer quand même la sécurisation en fait, du système, enfin je veux dire pour les téléspectateurs, le minage et les mineurs. Oui, alors le minage de Bitcoin, grossièrement, c'est de la fabrication de Bitcoin. Mais il faut savoir que Bitcoin, c'est de l'informatique, c'est des codes, etc. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, on met en place, c'est fait à travers des réseaux de serveurs qui se trouvent à travers le monde. Il y en a 30 000, plus de 30 000 aujourd'hui, qui valident donc les transactions. Du coup, comme c'est un réseau ouvert, sa sécurité est optimale. Et vous ne pouvez pas modifier les informations, comme quand on va donc, modifier les informations dans la blockchain, qui est la technologie utilisée. Et vous voyez l'intérêt du Bitcoin. Plus de possibilités de corruption, de détournement de deniers publics. Vous allez faire comment, puisque tout est là? C'est transparent. Hein? La blockchain, c'est transparent. Tout est traçable. Pourtant, de l'autre côté, on parle de risque de paradis fiscaux. Oui, mais c'est pas... Ah oui, c'est très bien. Au fait, il y a combien de paradis fiscaux en Afrique? La monnaie classique. Oui, avec la monnaie classique. C'est pour ça que je lui dis très bien, répondons à cette question. Avec ce qu'il y a là maintenant, il y a combien de paradis fiscaux en Afrique? Mais il y en a combien dans le monde? Les Panama Papers, c'est l'Afrique. Les Pandora Papers, c'est l'Afrique. Tout ça là, les Guernsey. Peut-être pour dire que ça va devenir un nouvel endroit nouveau lieu. Je vais vous dire quelque chose, madame. Je vais vous dire quelque chose. À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, la voiture était considérée comme un outil des gangsters. C'est eux qui utilisaient la voiture, ça leur permettait d'aller vite d'échapper. Sincèrement, aujourd'hui, quelle est la proportion d'utilisation de la voiture par les gangsters? Les crypto-monnaies aujourd'hui, en tout cas le Bitcoin en tout cas spécifiquement, le Bitcoin, il y a moins de 0,015%. 0,015% de transactions qui relèvent de choses illicites. Et en général, comme tout est traçable, tout de suite, c'est connu, c'est arrêté, c'est bloqué. La sécurité est optimale. Donc, les gens, et il y a deuxième élément, c'est que les biens... Peut-être ajouter, dans le système classique, c'est 5% des transactions illicites. Illicites. Ok. Dans le système classique, 5%, oui.
C'est 100 fois plus sûr avec le Bitcoin que dans le système classique. Ouais, avec la monnaie fiat. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a des gens qui disaient la volatilité. Mais la volatilité, non. Quand vous regardez le cours du Bitcoin au cours des 13 dernières années, ça existe depuis 13 ans, vous constatez clairement que, en fait, il y a de la volatilité, mais sur le long terme, le Bitcoin a évolué pour aujourd'hui partir de zéro à quelque chose. Et petit à petit, ce qu'on voit aujourd'hui en termes mathématiques, les projections qu'on fait, c'est que le Bitcoin, à un moment donné, ça va se stabiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre limité de Bitcoin. 21 millions, pas plus. Qui correspondent à quelque chose, c'est un cube de 21 mètres pour l'or. C'est la quantité d'or estimée dans le monde aujourd'hui. Donc le Bitcoin va arriver au même niveau. Et vous comprenez donc maintenant pour quelles raisons des pays comme la Russie accumulent de l'or, la Chine accumule de l'or. Les gens ont 10 coups d'avance sur le reste du monde et on est là, on pense qu'ils sont en train de jouer. Donc le minage, c'est qu'on va mettre ces grandes salles de serveurs informatiques qui vont donc permettre de miner le Bitcoin. Et ces gens sont prêts, puisque ça demande beaucoup d'électricité, à en produire. Or, ils ne vont pas utiliser toute la production, donc la Centrafrique va en profiter pour développer ses activités. Bien sûr. Donc, en gros, ce qui en ressort, ce qui ressort de cette conférence, c'est que la Centrafrique est en marche. En fait, les gens vont pousser des cris d'orfraie. La Centrafrique avance. Ils ont même essayé de créer un incident diplomatique, en disant que l'ambassadeur de France était dans la salle. Communiqué, exactement, qu'il était dans la salle et qu'on a tellement critiqué le franc CFA et critiqué donc par cela la France, comme si critiquer le franc CFA était un génocide, donc, et que l'ambassadeur serait sorti sous les huées. Et où est le problème? Et l'ambassadeur n'était pas là. Quand bien même En il plus. aurait été là. On ne voudrait même pas spéculer parce que quand même il aurait été là, est-ce qu'il a interdit de parler du franc CFA? Ce n'est pas la monnaie qu'utilisent les gens au quotidien. Donc on ne parle pas d'une chose qu'on utilise au quotidien. Sauf que l'ambassadeur n'était même pas dans la salle. Il n'était même pas dans les parages. Il n'est pas venu. Mais on a quand même dit qu'il a été hué. Et ça a failli créer un incident diplomatique. Donc aujourd'hui, soyez rassurés madame, je sors par là. Ouais. La Centrafrique a définitivement adopté le Bitcoin. Il y a une loi depuis le 22 avril. De son Bitcoin, le vendredi 27 mai, lancement officiel, Conseil économique par le Conseil économique et social, dans la salle de conférence de la CEMAC. C'était tout un symbole de la CEMAC. C'était tout un symbole. La Centrafrique va avoir son porte-monnaie Bitcoin bientôt. La Centrafrique va désormais accepter les paiements de ses exportations en Bitcoin. La Centrafrique va disposer d'une capacité d'investissement. Il y a le minage de Bitcoin qui va commencer en Centrafrique d'ici quelques mois. Et ce pays-là dit le franc CFA peut continuer à être utilisé. Et pour finir, sur le plan juridique, la Centrafrique est totalement en règle, encore qu'elle n'est pas obligée de se conformer à ces règles-là. Mais elle a veillé à ne pas se retrouver en porte-à-faux avec les autres pays. Merci à vous, Dr Yom Timba. Paul est là, à la suite du Dr Yom. On voit donc qu'il y a c'est un grand projet, en tout cas de côté de la Centrafrique. La vision du président Faustin Archange Touadéra, c'est vrai que lorsqu'il a parlé de sa vision, lorsqu'il a présenté ce qu'il prévoit faire de son pays, on s'est demandé où est-ce que la Centrafrique va prendre autant d'argent pour développer son pays. On a mis sur pied ce projet, on parle de construction justement d'une crypto-Islande sur les rives de l'Ubangi par exemple, avec infrastructure ultra-moderne, lac, plage artificielle. Quand on parle de tels projets pour un pays comme la Centrafrique, c'est quand même un projet assez, on va dire quoi, ça fait rêver en tout cas. Alors, Manuela, ce qui me fait sourire, c'est que il faut que les Africains soient vigilants. Il faut que les Africains usent de leur sens critique d'analyse. Il faut que les Africains aient une mémoire. Une mémoire. Parce que quand vous vous rendez compte que ceux qui critiquent la Centrafrique, ceux qui disent avoir peur pour la Centrafrique, ce sont les principaux prédateurs de la Centrafrique, vous comprenez qu'en réalité, il n'y a pas de raison de prêter le flanc à leurs prétendues inquiétudes. Je lisais dernièrement le journal Le Monde. Un projet
utopique. Vous lisez Exactement, c'est comme ça que c'est TV5, présenté. vraiment, Oui. ils ont à peine 11,5% de taux de pénétration d'Internet pour leur population. Ils ont des Il n'y a problèmes pas d'électricité, oui. ils n'arrivent pas à manger à leur faim et ils se délectent à rappeler, selon leurs critères, qu'ils ont eux-mêmes consacrés. Oui. Ils se plaisent à rappeler que voilà, c'est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Mais alors moi, ça me fait sourire. Je vais ajouter à ton sourire par 2 secondes. Alors, je rencontre une journaliste française qui dit « Ah ben ils ont 70% à peu près de taux d'analphabétisme. Comment on va faire le Bitcoin avec ça ?» Je lui dis « Madame, ces gens considèrent que vous êtes analphabète. Vous ne savez pas vous exprimer en leur langue. C'est vous l'analphabète. Vous venez chez des gens qui parlent leur langue correctement, qui l'écrivent, et vous dites qu'ils sont analphabètes. Vous, quand vous irez au Japon là, vous ne savez pas parler le japonais, vous ne savez pas l'écrire. Vous êtes quoi? Absolument. Vous êtes analphabète. Sauf que il y a justement des animateurs d'un site web qui traduit les informations sur le Bitcoin en langue locale, font partie du programme. La Centrafrique a tout pensé à tout. Ils vont traduire tout cela dans leur langue. Nous avons imaginé des scénarios de communication là-dessus. Et ça va aller. En fait, la science n'a... C'est un dommage. C'est vous le plus âgé, c'est toi le plus âgé. Est-ce que la science a une langue? La science a une langue. Est-ce que le Bitcoin, c'est autre chose que de la science? Non, tout simplement, merci pour la précision. Alors, tout simplement, c'est complètement ridicule. Et c'est pour ça que j'en appelle à la mémoire des Africains. Mais j'ai l'impression, malheureusement, et ça me fait mal de le dire, que bon nombre d'Africains, même ceux qui se présentent comme des intellectuels africains et qui président aux destinées du continent, ont des mémoires d'une porosité inquiétante. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas connaître l'histoire du monde, ne serait-ce que depuis le 15e siècle, ne serait-ce que depuis 1895, conférence de Berlin, ne serait-ce que depuis les pseudo-indépendances, ne serait-ce que depuis que l'Afrique, en réalité, constitue le champ d'exploitation abusive de l'Occident. Et vous continuez à penser que l'Occident peut vouloir un quelconque intérêt pour l'Afrique. Mais en fait, c'est juste ridicule. Donc, il suffit d'identifier d'où viennent les prétendues inquiétudes. Elles ne viennent que des structures occidentales qui ont leur relais en Afrique. Parce que quand vous voyez la Banque mondiale, le FMI, s'inquiéter pour la Centrafrique, ils ont déjà fait quoi pour la Centrafrique? Mais en réalité, c'est une insulte à nos intelligences. Quand vous voyez la BEAC, la CEMAC, la BCAO et tout ça s'inquiéter pour la Centrafrique, ils représentent quoi dans la souveraineté africaine si ce ne sont que des valets, des relais de l'establishment et de la puissance financière occidentale? Donc en réalité, quand vous voyez le corpus de ceux qui se disent s'inquiéter pour la Centrafrique, ça ne doit faire que sourire un Africain suffisamment lucide. Alors moi, ça me fait énormément sourire et je suis content quand je me rends compte que l'Occident, les impérialistes occidentaux sont mal dans leur peau. Ça veut dire que vous êtes sur le droit chemin. Chaque fois que vous inquiétez l'establishment occidental, chaque fois que vous faites paniquer leur ordre mondial basé sur un capitalisme sauvage et à outrance, c'est que vous êtes sur le droit chemin. C'est aussi simple que ça. Ne serait-ce que ça, ça doit rassurer tous les Africains que M. Touadéra, Archange, est sur le bon chemin. Mais méfiez-vous quand des Occidentaux commencent à vous applaudir un Africain. C'est aussi simple que ça. Moi, vraiment, je ne cherche pas midi à 14h. Quand un Africain est plébiscité et encensé par l'Occident, il y a un problème. C'est aussi simple que ça. Parce que tous ceux qui se sont levés pour la souveraineté africaine et contre l'impérialisme occidental, ils ont été tués ou humiliés. Tous, je n'ai pas dit quelques-uns. Mais d'où vient-il qu'on puisse commencer à penser que les inquiétudes, soi-disant, de l'Occident vis-à-vis des orientations vers la crypto-monnaie, les crypto-actifs de la Centrafrique seraient inspirées Vous faites bien de quelque chose de bon? parce que de l'autre côté, par exemple, sur le plan politique, le président Faustin-Archange Touadéra est de plus en plus également attaqué, accusé justement de vouloir changer la Constitution pour pouvoir se représenter. Voilà, ils attaquent partout les bouts. Donc il faut en fait, ils attaquent de partout, ils essayent de créer la déstabilisation, mais vraiment, je prie les Africains de rester vigilants. Je me suis un peu énervé avec, je ne la connais même pas physiquement, avec, on va dire quoi, peut-être, je ne sais pas comment on peut appeler ça, peut-être une admiratrice, enfin, comme on en reçoit tous des messages des gens qui nous suivent. Et donc, je me suis un peu énervé avec elle parce qu'une Africaine qui est en Occident, mais bon, heureusement, elle n'a pas très mal pris.
Mais j'étais un peu outré, comme je le suis toujours quand je vois des Africains qui sont supposés comprendre, avoir la bonne lecture des événements, de l'actualité, de l'histoire, mais qui restent encore soumis en fait à la manipulation occidentale. Et justement par rapport au président Touadéra, vous connaissez toutes les manipulations qui sont non seulement les prétendues volontés de prolonger son mandat, on l'attaque du côté politique, que des affaires où il y aurait eu des escrocs et dont il serait la Centrafrique pour avoir souscrit à l'orientation des cryptoactifs, il serait donc complice et tout ça. Ouais. Et elle me dit vraiment, ça veut dire que cette histoire n'est pas claire. Vraiment. Je lui ai dit, mais attends. En fait, j'étais vraiment énervé. Et donc, j'ai été assez dur, justement en lui rappelant la naïveté puérile dont certains Africains se retrouvent victimes. Parce que vous ne pouvez pas, dans un contexte comme celui-là, ne pas comprendre que ce n'est qu'au lendemain de la décision de la RCA d'opter pour les crypto-monnaies, qu'une avalanche de griefs s'abattent sur le bonhomme et vous trouvez que, vraiment, effectivement, j'avais des doutes. Mais il y a un problème. Il y a un problème. La corrélation est tellement évidente qu'il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il y a une volonté délibérée de déstabiliser la RCA du fait, justement, de l'audace du président Touadéra. Alors, sans m'étendre indéfiniment, parce que, bon, je pense que le cadre est là, on est clair qu'il y a une manipulation, il y a une tentative de déstabilisation ostentatoire de la RCA du fait, je l'ai déjà dit, de l'audace du président Touadéra. Mais il y a aussi qu'il faut bien comprendre que le président Touadéra, à la suite justement de cette loi du 22 avril dernier sur l'adoption du Bitcoin comme monnaie officielle, ce monsieur est extrêmement intelligent et il est extrêmement bien entouré. Bon, ça ne m'étonne pas que Yam Timba en sorte. Même s'il nous a caché qu'il... Voilà. Non, mais très sincèrement, vous vous rendez compte que chaque étape, chaque action, et c'est pour ça qu'il faut être très attentif de tout ce qui se passe en RCA, le 22 avril a une signification extrêmement forte. Mais quand vous voyez un président d'un pays africain, je vous rappelle de plus de 600 000 km², avec à peine 6 millions d'habitants, sur un territoire qui regorge de richesses incommensurables, vous comprenez que ce qu'on considère comme l'un des 2 pays les plus pauvres du monde, c'est juste de la folie et c'est juste de la manipulation économique. Et vous vous rendez compte que ce monsieur décide d'adopter un nom pour son projet de crypto-actif, Sango. Ça veut tout dire. Je ne sais pas, ça veut dire que c'est tellement fort. Voilà quelqu'un qui est dans une démarche de réappropriation culturelle. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de développement économique, et c'est d'ailleurs le mot de l'écho aujourd'hui, il n'y a pas de développement économique sans passer par la réappropriation culturelle. C'est un leurre. Yam Timba l'a dit tout à l'heure, on nous parle de famine, mais pourquoi on nous parle de famine? Parce qu'on a une consommation travestie, parce qu'on consomme des choses qui ne sont pas conformes à notre culture. Or, et je fais un clin d'œil ici au professeur Binam, Bikoy, qui a mis sur pied un concept d'industradition. Industradition, qui est un mélange de mots entre industrie et tradition. Et le professeur Archange Touadéra, je ne serais pas surpris que c'est un foisonnement de tous les apports entre Odian Timba et le professeur Binam, parce que le professeur Binam y était, et ce n'est pas un secret, parce que c'était officiel, il était encore il y a à peine un mois. Et donc, vous voyez qu'il est vraiment en train de s'entourer des personnes qui pensent l'Afrique dans le sens du développement endogène. Et je termine en disant que, parce que c'est fort, hein, quand on dit Sango, on donne un nom propre, ça veut tout dire. Alors, je termine en disant que c'est extrêmement important, parce qu'Yam Timba l'a déjà dit, c'est vraiment une façon de se réapproprier ces flux économiques qui jusqu'ici étaient distraits par des mécanismes mafieux du système bancaire traditionnel, dont la Banque centrale africaine, la BEAC, joue le rôle d'interface pour le compte de ses mandants occidentaux. Il se trouve qu'il y a dans tout ce grand projet de hub africain d'abord et même mondial, non, au-delà de l'audace, il y a une réalité, c'est qu'il est en train, le président Touadéra, de déporter les mécanismes et les flux financiers du terrain de la finance traditionnelle qui est tenu et manipulé par d'autres pour leurs seuls intérêts vers le champ des cryptoactifs
dont il est en train de constituer maintenant le socle, le fameux Sango de cryptoactifs, le socle d'autonomisation, qui va donc attirer des investisseurs et il sera en position de force parce que mon gaz, je vous le vends, mais vous me le payez en bitcoin pour que j'ai la même mise. Tout à fait. Marché Sango, comment est-ce que se feront les investissements? Ce qu'on comprend en tout cas, c'est que cela va certainement entraîner de gros investissements et peut-être apport externe financier, mais surtout cela pourrait aussi impulser les autres économies africaines aujourd'hui qui hésitent encore à se lancer justement dans cette monnaie. Oui, Manuela, moi je pense que dans cette affaire, il faut dénoncer l'hypocrisie de certains de nos dirigeants, particulièrement ceux de la zone CEMAC. Oui. Parce que je me rappelle, j'ai travaillé dans des forums avec des responsables étatiques et la recommandation qui avait été faite à des responsables ici et ailleurs, c'était de légiférer. Puisque vous ne pouvez pas arrêter le vent avec les mains. C'est une nouvelle technologie. Il faut voir comment encadrer cela. Et à Yaoundé, on a travaillé dessus avec beaucoup de responsables d'ici et d'ailleurs, et à Abidjan aussi. Et beaucoup de responsables, même ici au Cameroun, sont engagés à légiférer dessus. Okay. En fait, on est en train de frapper sur la Centrafrique, alors que la Centrafrique, c'est un cas d'école. Mais ils se sont prononcés contre, justement. Ouais, c'est quoi je dis. Je parle de l'hypocrisie. Tout à fait. De la COSUMAP. Même la COSUMAP est en train d'effectuer, est en train de tabler pour des éléments qui peuvent permettre de légiférer dessus. Premièrement, du point de vue juridique, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un pour quelque chose qui n'existe pas. On condamne sur les textes de loi. C'est dit tel article que vous condamnez. Mais quand ça n'existe pas, vous ne pouvez pas condamner la personne. C'est pourquoi il fallait mettre une base légale. Ça, c'était une entente pratiquement de l'ensemble des États. La Centrafrique a entendu pendant... Parce qu'on parle du Bitcoin, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Oui. Depuis 2009, pour la partie officielle. C'est-à-dire, nous sommes en train d'aller un peu plus loin déjà. Ça fait plus de 10 ans que le Bitcoin existe, qui est utilisé dans beaucoup de pays. Depuis 2009. Nous, Africains, on nous a croisé les bras. Quand on a commencé, on a dit il faut légiférer dessus. Tout le monde s'est entendu. Ok, non, vraiment, on ne peut pas arrêter ça avec les mains. C'est comme Facebook, comme beaucoup d'autres choses. Internet, vous savez, à l'époque... Vous savez, pendant longtemps, on a insulté les gens sur Internet. Mais l'État du Cameroun a légiféré dessus il y a cela 2 ou 3 ans, maximum là. Ça dit tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. On pouvait aussi croiser les bras, ne rien faire. Mais on ne pouvait pas condamner quelqu'un si on n'a pas un texte de loi qui dit que tu as enfreint la loi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a légiféré sur la chose. On avait la possibilité soit de croiser le bras, les doigts et dire qu'on ne voit rien, soit essayer d'organiser cela. C'est pratiquement ce que la Centrafrique a fait quand les autres sont en train de dormir. Le président a... Et surtout, la grande particularité, c'est que la Centrafrique... Oui. Différemment du Salvador, à 100%. Ouais. Et le président de la République a promulgué le texte de loi. Et même, regardez, même les premières sorties de la COSUMAP, c'était qu'en fait, on va essayer de regarder la chose. Mais comme nous avons un gouverneur, tout le monde sait, moi j'en parle avec un Tchadien là, tout récemment, comment c'est le gouverneur? Mais on se dit, mais comment ce mec il fait pour être gouverneur? Il commence à faire des sorties. On ne fait pas. Un gouverneur, il est autonome. Mais il est fonctionnaire pour les chefs d'État d'abord, pour la nation d'abord. C'est-à-dire qu'en réalité, ses patrons, c'est les chefs d'État. Vous ne parlez pas à une nation comme si vous mangez des patates ensemble. C'est pas ça, ça ne se passe pas. Même si le colon vous a adoubé dans tous les sens, quelle que soit l'assurance qu'il vous donne, vous ne parlez pas comme ça au chef d'État. Vous baissez un peu le ton. On a vu toute cette levée de bras verts, alors qu'en réalité, on devrait plutôt s'inspirer de ce que la Centrafrique a fait. Puisqu'à l'heure où nous parlons, aux États-Unis, il y a des villes où on paye les impôts avec des bitcoins. En Suisse, à Lausanne même, vous pouvez payer les impôts avec des bitcoins. Il y a des boutiques pratiquement ouvertes partout, même en France, partout, où on utilise des bitcoins. Mais curieusement, quand c'est en Afrique, c'est comme si... il y a quelque chose de curieux qui se passe. Mais maintenant, je crois, c'est très important, notre frère Yam est allé là-dessus, mais c'est très important de reschématiser les éléments pour que les gens voient l'ampleur de l'importance de la chose. Oui. Avec des monnaies fiat, dans le système que nous avons, avec le franc CFA. Si vous voulez commander une machine en Chine pour presser les jus de citron, je ne sais pas quoi, d'orange dans votre plantation à Pendia, premièrement, vous avez bien l'argent, vous avez beaucoup d'argent, vous êtes battu, vous avez tous les prêts. Mais quand vous ne pouvez pas aller en Chine. On refuse de partir en Chine. Ce que vous faites, c'est que vous êtes obligé de voir une banque. Je prends n'importe quoi, Affluent First Bank. La banque vous dit que je n'ai pas de devise. C'est la difficulté que nous avons dans nos nations. Étant donné le déséquilibre au niveau de la balance commerciale, on n'a pas ce devise. Parce qu'en fait, pour payer en Chine, il faut payer en devise. Ce que vous faites, c'est que vous patientez. La banque dit venez la semaine prochaine, le mois prochain, je ne sais pas quoi. Après, la banque dit que la devise coûte cher. Il y a des gens qui achètent le dollar, normalement, le coût légal, c'est autour de 550 francs CFA. Mais il y a des gens qui achètent le dollar à 700, 800 francs. Parce que quand c'est rare, le coût, on manque. Mais quand vous l'avez tout bien investi, parfois vous êtes contraint d'accepter le coût que la banque vous fixe. Maintenant, vous envoyez cela en Chine. Et globalement, comme vous savez,
La banque, en fait, ce qu'on appelle le virement bancaire, c'est un simple email. C'est-à-dire, la banque fait un virement, un email, ok, tel, Dalvasi m'a donné tel pour toi, c'est pas quoi. C'est juste ça. Mais à cause de cela, la banque, vous payez les commissions à la banque. La banque met ses intérêts, tout ce qui fait qu'en fait, le coût global de la machine qui coûte très moins cher est seulement élevé. Alors qu'avec le Bitcoin, avec une crypto, le temps même tout ça, avec le Bitcoin, vous n'avez pas besoin de cela. Quelqu'un qui reste dans sa chambre à Bangui, il veut commander les machines pour extraire de l'or. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son wallet, qui peut être son ordinateur, qui peut être son téléphone portable. Wallet, ça veut dire en fait porte-monnaie. Oui. Il prend juste cela, il passe la commande à son fournisseur. Premièrement, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'a pas besoin d'acheter une devise. Il n'y a pas les commissions à payer à un banquier. Il n'y a pas n'importe qui ne comprend pas, qui va vous casser la tête. Non, il cause avec le fournisseur directement. Le fournisseur dit, ok, Manuel, oui, j'ai reçu votre truc. Ok, ta machine, je mets ça dans le bateau. C'est tout juste cela. Et ça fait peur aux gens. Parce que dans le sens inverse, puisque le président Touadéra, il a besoin d'investir dans la nation. Dans le sens inverse, c'est que quoi? C'est que la Russie, la Chine, l'Iran, comme beaucoup d'autres nations, même des Camerounais, qui veulent investir en Centrafrique, quand les montants sont conséquents, ici au Cameroun, si vous voulez investir en Centrafrique, si vous voulez investir pour 50 milliards de francs CFA, vous n'allez pas en Centrafrique avec 56 milliards. Même si vous avez les 2 euros, l'argent est contraint de passer par le Trésor de France. Tout à fait. Oui, ça repart à Paris. Et comme c'est en euros et que les Français sont friands des euros pour financer l'économie, ils s'accaparent l'ensemble, cela. Et ils donnent les francs CFA à la centrale. C'est même là le nerf de la guerre. C'est qu'en fait, il y a une bonne partie de la masse financière. C'est-à-dire que si les Chinois veulent investir en Centrafrique, comment ils vont le faire avec le Bitcoin? Ça va plus passer par le Trésor de France. Directement. Même chose pour les Russes, même chose pour tout le monde. Ça ne passe plus par cela. Et ça commence à faire peur. Parce qu'en fait, comme je disais un peu plus haut, la Centrafrique devient un cas d'école. Mais si le Cameroun fait la même chose, si le Tchad fait la même chose, et regardez bien que le Mali est en train de tenir. Oui, le Mali est en train de tenir. Vous savez comment le Mali fait pour tenir? Il y a le Mali, il y a quelques nations qui sont très oui. Regardez bien. Malgré l'embargo. Très bien. Je me rappelle l'année passée, il y a des gens qui m'avaient contacté. Les Russes, ils voulaient 5 milliards de dollars de Bitcoin. Je suis convaincu que ce n'était pas nous ceux qui avaient demandé. Ils demandaient à beaucoup de gens. Voilà, les Russes, ils ne sont même pas égratignés par les sanctions. Je ne veux pas regarder toute la possibilité. C'est parce qu'ils peuvent faire leurs transactions sans passer par le SWIFT. Sans passer par tout. Ça veut dire, même si vous fermez tout cela, ils continuent à faire leurs transactions. À partir de sa chambre, un ministre ou n'importe qui, il passe les commandes de ce qu'il veut dans le monde entier, sans qu'il puisse avoir un intérêt. Mais ça fait peur. Ça fait peur à qui d'abord? Il faut bien comprendre. Ce n'est pas forcément les États. Hein. C'est d'abord les financiers, les banquiers. Puis on paye les intérêts à qui? Ce sont les banques. Les commissions, là, c'est à qui? Ce sont les banques. Ils ont mystifié tout. Et c'est pourquoi, en banque, je me rappelle quand on faisait comptabilité à l'époque, il y a ce qu'on appelait l'état de rapprochement bancaire. Puisque quand vous avez votre compte dans une banque, quand vous faites beaucoup de transactions à votre entreprise, parfois la banque, vous avez remarqué, c'est votre compte. Parfois, on débite des choses, vous avez une tonne de choses. Très bien, vous dites, mais est-ce que j'ai fait ceci? C'est pourquoi on a pratiquement créé ce coût-là pour que le comptable qui est au niveau de votre entreprise prenne votre historique au niveau de la banque et essaie de rapprocher les opérations. Pourquoi cela? Parce que le banquier est capable, dans sa chambre, dans son bureau, de prendre votre compte, de faire ce qu'il veut, vous savez ça. Il y a même des gens parfois qui meurent et des gens font beaucoup de transactions dans le compte. Or, avec la technologie blockchain, tout est clair, comme expliquait tout à l'heure le docteur Yam. C'est-à-dire que les transactions, quand je me connecte, toutes les transactions que Manuel a, je peux regarder, je vois qui a vendu quoi. C'est pas secret. Tout le monde peut voir cela. Simultanément, c'est contrôlé par des centaines de millions d'ordinateurs pour le monde entier. Alors que vous et moi, nous sommes là, on sait pas ce que le banquier fait dans notre compte. Exactement. Tout ce que vous devez faire, c'est que le mois prochain, si vous êtes passé, en fait, ils ont tellement d'écriture, tellement beaucoup. Si vous faites en tout cas, ce dont on essaie, c'est que chaque mois, on va comprendre. Exact. Vous n'avez pas le temps, mais avec la crypto-monnaie, ils ne peuvent pas le faire. Et cela fait peur. Donc, ce qu'on comprend, en tout cas, c'est que le déséquilibre économique qu'on a avancé, entre autres, en ce qui concerne justement l'adoption du Bitcoin, ne concerne pas forcément les pays de la sous-région CEMAC, mais ce déséquilibre économique concerne justement, on va dire quoi, ceux-là qui sont accrochés peut-être au fond. Il y a beaucoup, oui, mais maintenant, quand vous savez comme le mode fonctionne dans les lobbies, et que ce sont les financiers qui contrôlent tout, puis en réalité, on est en train de bavarder ici au Cameroun, il y a des banquiers, qui obéissent à la BIA obéit au Trésor de France, le Trésor de France qui obéit au Rothschild, et ça va, c'est la chaîne, c'est partout dans le monde entier. C'est un peu comme cela en fait. Donc les pressions viennent de... Et quelqu'un a bien souligné, vous n'avez pas vu qu'il y a trop de bruit là? Il y a trop de bruit ces derniers temps quand la Centrafrique est sortie. Remarquez qu'il y a quelqu'un. Les plus prospères. Au monde. Mais il y a un Camerounais qui fait un truc similaire, on a tout fait. Je vais dire, je rentre pas de détails, c'est un autre débat à côté. Mais je vais dire, comment ça marche ailleurs? On n'essaye pas de comprendre comment ça peut marcher ailleurs. Comment en France les gens utilisent le Bitcoin? Comment on l'utilise en Chine? Mais comment quand c'est en Afrique, on commence à dire qu'il y a ceci ou cela, vous allez mourir. Mais comment on va mourir? Parce que les Nigériens à côté de nous, je ne sais pas, et c'est ça, c'est très paradoxal. Ils ont créé le INA,
Le Inaira. Ah oui, le Inaira, tout Mais à fait. la Banque centrale de Chine est en train de créer le yuan. Mais chez nous, au lieu, les spécialistes qui sont là, qui essaient de donner le meilleur d'eux, on peut avoir beaucoup de difficultés, croyez-moi. Mais on peut quand même essayer d'encadrer cela. On ne va pas tout faire. Et au-delà même, il faut bien comprendre. Les lois sont faites pour le bien-être des hommes. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas les hommes qui sont faits pour les lois. C'est les lois qui sont faites pour le bien-être des hommes. C'est-à-dire que même s'il y a des accords au niveau de la COBAC, au niveau de la CEMA, au niveau, je ne sais pas quoi, de la BIA, quand cela marche déjà contre les intérêts supérieurs de la nation centrafricaine, contre le bien-être des populations, la Centrafrique est libre de sortir de cela, puisque c'est une nation qui est souveraine. Ça devient même un devoir. Et jusque-là, moi je pense que le minimum qu'on devrait faire pour les responsables de la CEMA, Ouais. c'est dire que, ok, comme la Centrafrique est un cas d'école, ok, elle serait même le cobaye. Laissons jusqu'à quel niveau on peut... Laissons-lui 5 ans, laissons-lui 10 ans. Là, on peut juger, puisque actuellement, nous pouvons faire un bilan de la coopération monétaire avec le colon. 70 ans plus tard, on regarde l'état de nos économies, l'état de nos universités, l'état de nos infrastructures. Nous sommes toujours à la queue de tous les classements de par le monde entier, particulièrement les États qui sont dans la zone franc. Laissons-moi la Centrafrique pour les 10 prochaines années ou 15 prochaines années et faisons facilement le bas. Puis on dit chez nous que on juge le maçon au pied du... Bien sûr, au Mettons pied le du pied mur. du mur. À mon avis, il faut laisser la Centrafrique avec la stratégie implémentée par le président Touadéra et les experts qui sont autour de lui. Merci à vous, Dalvaris Goudjo. Dr Ndouma, je poursuis avec vous. Et justement, le Sango prévoit de faire du pays le premier crypto-hub légal. C'est ce qu'on a dit un peu plus haut. Un paradis financier sans impôt sur le revenu et les sociétés. Déjà, c'est vrai qu'on est revenu sur un certain nombre de détails. Mais on rentre encore un peu plus en profondeur avec vous sur les flux, les échanges, tout ce qui va se passer justement dans ce hub-là, ce crypto-hub comme on a appelé. Comment est-ce que les flux vont se dérouler? Qu'est-ce qui va ressortir justement de ce hub légal? Alors, Madame Siké, avant de répondre précisément à la question, permettez-moi de rebondir sur 2-3 choses. Allez-y. Il est d'abord question ici, d'une part, de relever le centralisme à outrance du pouvoir des Rothschild et consorts à travers les banques centrales. Un pouvoir qui est détenu par quelques individus dans le monde. Qui gèrent le monde. Qui gèrent le monde entier, quelques individus, à travers des structures qui ont été mises en place. Vous savez que la Banque mondiale et le FMI qui ont été créés en 1944 ont été créés avec des objectifs, des missions bien précises. La Banque mondiale, sa principale mission, c'est de prêter de l'argent aux pays en voie de développement. C'est bien clair. Oui. Avec des taux d'intérêt à effet de levier. C'est bien clair. Le Fonds monétaire international, son rôle, c'est dollariser l'économie mondiale. Et particulièrement, on va dire l'Occident, plus évidemment l'Afrique, etc. C'est-à-dire garantir la stabilité du dollar et sa suprématie en réalité dans le monde. Ça, c'est clair. Donc, et c'est connu. Maintenant, pensez que ces deux institutions, dans leurs actes, dans leurs différents projets, dans leurs interventions, surtout au niveau de l'Afrique, vont apporter quelque chose qui va améliorer les conditions des Africains, c'est un leurre. C'est vraiment être dans un film de science-fiction. Donc, vous voyez bien que la structure des banques centrales est faite de telle manière que la décision vient du haut. Et il n'y a que des exécutants, jusqu'à ce que vous appelez banque centrale ici, la BEAC et tout ça. Moi, je dis souvent que ce ne sont pas des banques centrales, ce sont des comptoirs post-coloniaux. Voilà, parce que une banque centrale doit pouvoir créer sa monnaie, doit pouvoir la distribuer, gérer la masse monétaire. Donc, elles ne le font pas. Donc, ce ne sont pas des banques centrales, ce sont des comptoirs de la Banque centrale de France ou la Banque centrale européenne. Donc, à partir de ce moment-là, le système qui a été imposé comme étant un système de tiers de confiance, parce que les banques sont appelées tiers de confiance, a montré ses failles. Parce que le Bitcoin n'est pas par hasard. Le docteur Goudjo l'a relevé. Le Bitcoin naît parce qu'on a protesté contre un système qui a montré ses limites. À la suite de la crise financière de 2008, la crise des subprimes, où 11 banques américaines ont fermé.
y compris Lehman Brothers. Et là, on parle seulement des banques américaines. On ne parle pas des banques, parce que même au Cameroun, il y a eu des banques qui ont fermé à cause de cette crise-là. Donc, qu'est-ce que certains États ont fait, notamment les États-Unis et l'Angleterre, c'était de tourner la planche à billets pour essayer de sauver certaines banques, parce que c'était extrêmement grave. Donc, maintenant, quand on a une situation comme celle-là, un schéma comme celui-là, où il y a des individus qui s'arrogent le pouvoir financier du peuple, on va dire entier, il y a un gros problème. Le Bitcoin est maintenant pour dire il faut contourner ce système qui est embrigadé par un certain nombre d'individus qui sont des prédateurs en réalité. Parce que, voyez-vous, l'argent qui part du troc, le troc, il y a un vide là, non? Si votre laptop me plaît, vous me donnez le laptop. Si c'est ma montre qui vous plaît, je vous donne la montre. Il n'y a rien entre les deux. Donc, en réalité, ils ont créé l'argent pour s'arroger un certain pouvoir et gérer dans le monde, et c'est ce qu'ils font. Donc, je le rappelle parce que son Excellence, le professeur Touadéra, a pris une décision qu'il fallait prendre, mais nous savons qu'il y a d'autres qui doivent prendre ce type de décision. Et c'est pour ça que j'ai voulu relater d'abord ce volet. En ce qui concerne l'ampleur des crypto-monnaies en général, des monnaies digitales en général, d'une part, il faut savoir que de 2009 à aujourd'hui, il y a plus de 20 000 crypto-monnaies sur le marché. Il y a plusieurs plateformes pour ça. La plus grosse plateforme, c'est le CoinMarketCap, avec plus de 19 500 crypto-monnaies cotées, avec une masse monétaire de plus de 3 000 milliards de dollars. Parce que toutes les crypto-monnaies ne sont pas cotées sur cette bourse-là. Vous vous rendez compte du niveau des enjeux. Alors que depuis pratiquement 60 ans et plus, avec le système centralisé, les pays africains, notamment un pays comme la RCA, avec toutes les richesses dont elle regorge, monsieur l'a relevé si pertinemment, on dit qu'il est le deuxième plus pauvre pays au monde, disons même le 5e plus pauvre pays. Mais quelle aberration! Quelle aberration! Quand vous prenez un pays comme la Suisse s'est spécialisée dans la gestion des fonds d'autrui. Et la Suisse aujourd'hui est un grand pays, mais la Suisse ne gère que de l'argent. Okay? Récemment, j'ai reçu une étude qui a été menée par la Banque des règlements internationaux. C'est la banque des banques centrales, pour ceux qui ne savent pas. Elle est basée en Suisse, évidemment contrôlée par les Rothschild et tout ça. Donc, cette étude révèle que 87% de banques sont en train de tester la monnaie digitale de banque centrale. 87%. Vous comprenez? Et donc, c'est une question qui est en train de se préparer dans les coulisses et pour laquelle les pays comme, par exemple, la France, pensent nous surprendre parce que tant que ça n'a pas été accepté chez eux, légalisé chez eux, nous, on ne devrait pas prendre le pas. Mais le président Touadéra leur a dit, là, vous vous êtes trompés. Donc, c'est parce qu'il les a surpris qu'ils sont en train de manifester. Le Fonds monétaire international a dit que c'était très risqué, etc., pour faire peur. Donc, bref, il ne fallait pas qu'on le fasse. Maintenant, permettez-moi de relever que la décision, j'appelle ça quand même décision, que ce soit Béar ou Kobar, c'est la même chose, parce que la Kobar, ce n'est qu'une ramification de la BEAC. La Kobar est présidée par le gouverneur. Donc voilà, un pays souverain vote une loi et puis vous sortez une décision pour dire que vous allez interdire à tout le monde, n'est-ce pas, de transacter avec alors mon collègue, frère et ami Dr Ngoudiou disait tout à l'heure qu'on ne peut pas arrêter le vent avec les mains. Parce que j'ai utilisé cette expression maintes fois. Quand j'ai vu la décision, j'ai dit waouh, vraiment, soit ils ne savent pas de quoi ils parlent, soit
ils jouent un jeu dont ils sont conscients. Parce que la blockchain, les crypto-monnaies, personne ne peut les arrêter. Il faut tout faire pour encadrer, parce que sinon, il y aura plus de dégâts que de résultats positifs qu'on veut avoir à travers ça. Donc, leur décision, parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent, Oui. la COBAC est là pour contrôler, surveiller les activités des banques, les établissements de crédit en général et les EMF, les établissements de microfinance. C'est-à-dire que les interlocuteurs de la COBAC, ce ne sont pas des particuliers, ce sont des institutions bancaires en fait. Donc la COBAC ne peut pas interdire à un individu qui n'est même pas bancarisé de faire des transactions. C'est comme si ils peuvent décider de mettre... C'est la même chose s'ils disent maintenant qu'on interdit les tontines. Ce sera exactement la même chose. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, nous sommes vraiment dans un environnement où tous les jours on peut avoir des surprises. Donc cela dit, pour arriver maintenant à la question que vous m'avez posée, Oui. Ce projet est immense. Il est immense et c'est un tsunami qui est en train de se préparer. Parce que, vous voyez, ça fait rêver, mais ça fait rêver à juste titre parce qu'il va transformer la Centrafrique véritablement en un pays du digital en Afrique. C'est-à-dire que les crypto-monnaies vont transacter normalement parce qu'il y a le Bitcoin qui est au centre. Le Bitcoin, c'est important parce que il est prévu 21 millions de jetons de Bitcoin à terme en 2140. Tout est calculé déjà. La cryptographie, c'est magnifique. Et c'est d'ailleurs pour ça que, comme l'offre est déjà limitée et que la demande, elle va croître, vous savez ce que la valeur va faire. Tout à fait. Donc, mais à côté du Bitcoin, il y a plusieurs autres crypto-monnaies, y compris des crypto-monnaies dites stables, parce que les crypto-monnaies de banque, les crypto-monnaies de banque centrale doivent être des stablecoins. Ça ne doit pas être des jetons qui fluctuent. Voilà. Donc, toutes ces crypto-monnaies stables-là, qui vont forcément voir le jour, elles ont commencé, le Nigeria a commencé, il y en a d'autres qui ont emprunté le pas, vont venir alimenter cet écosystème fintech, finance technologique, de manière à ce que l'interchangeabilité de plusieurs crypto-monnaies va ouvrir l'horizon des gens qui exploitent les crypto-monnaies. C'est une communauté énormissime qui, au fur et à mesure que le temps passe, va adhérer aux crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce que c'est la forme digitale de la monnaie la plus évoluée qui cadre avec l'époque actuelle, la révolution actuelle, puisque nous sommes en plein dans le digital. Vous avez des gens, vous avez pratiquement 50% de la population connectée à temps réel sur Internet. Mais c'est énorme. Ça veut dire près de 4 milliards de personnes connectées. Oui. Ces personnes qui sont connectées font quoi ? Elles vendent, elles achètent, elles se forment, elles téléphonent, etc. Elles vont payer avec quoi ? Avec mobile money ? Non, parce que mobile money a des frontières physiques. Ça ne pourra être qu'avec des monnaies digitales, parce que les monnaies électroniques de banque ont montré leurs limites. La carte bancaire, c'est une monnaie électronique. Le virement, c'est une monnaie électronique. Mais vous voyez bien qu'avec le système de SWIFT, avec toutes les barrières, où ils veulent à tout prix, les sanctions, vous voyez, quand ils prennent des sanctions, ils vous disent qu'ils vous déconnectent de leur système. Oui. Donc, ils vous débancarisent. Vous ne pouvez plus rien faire. Mais bon, en passant, la Russie, nous le savons bien, avait déjà mis en place son système parallèle, SWIFT, qui a fait que quand ils l'ont fait, ils savaient. Donc, avec la Chine, ils travaillent parallèlement sur un autre système qui fonctionne déjà très bien. Donc, en fait, c'est pour dire que ce hub qui va être mis en place, la crypto-monnaie va jouer un rôle important dedans, mais il y a également l'évolution technologique liée à la blockchain. Vous savez que la blockchain, ce n'est pas que les crypto-monnaies,
Mais c'est extraordinaire ce que la blockchain fait. La médecine, l'éducation, le foncier, etc. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de NFT. Et on parle de métaverse. Le président Touadéra a prévu, vous avez parlé de quelque chose qui est virtuel. Non, tout à fait. Vous voyez, ça c'est du métavers, ça. Il a prévu ça. Vous voyez, il prévoit une banque centrale digitale. Oui. Mais c'est magnifique. Pourquoi est-ce que c'est magnifique? Parce que le Nigeria, lui, il a créé une crypto-monnaie de banque centrale rapidement parce que le Nigeria a une vraie banque centrale et avait déjà une monnaie. Donc vous avez vu la facilité avec laquelle... Voilà. Au niveau de la RCA n'a pas une monnaie. Elle va passer par une banque centrale digitale pour éventuellement avoir un sango, je ne sais pas sango quoi. Donc voilà un peu les enjeux. Je vais m'arrêter là pour... Oui. En tout cas, je pense qu'on reviendra peut-être sur cette... qu'il s'agit de crypto-monnaie, lui, il peut parler pendant 2 jours. C'est très important d'avoir ces éléments. Je voudrais insister particulièrement sur cette question de la banque centrale digitale numérique. Oui. Mais la banque centrale numérique règle 2 problèmes de fond sur le plan économique. 1, la Centrafrique va avoir une banque centrale qui n'a rien à voir avec la banque centrale classique, parce que c'est un nouveau paradigme. C'est exact. Ce n'est pas une banque qui va créer une monnaie, puisque le Bitcoin n'est pas une monnaie qu'on crée. Tout à fait, oui. Mais c'est une banque centrale qui revient à quelque chose que l'économie classique a mis de côté depuis et qui a été développé par quelqu'un qui s'appelle Clifford Douglas et qui était en opposition frontale avec John Maynard Keynes et qui s'appelle le crédit social. C'est-à-dire que les bitcoins, puisque c'est ce que parmi les crypto-monnaies, ce que l'État centrafricain a choisi, le bitcoin, mais ils l'ont choisi parce que c'est du electronic cash. C'est de la monnaie, c'est de la monnaie. Electronic cash. C'est comme ça que Satoshi l'appelle dans son document de 8 pages. Le white paper. Dans ses white papers. Donc, ce qui va se passer, c'est que cette banque-là, en fait, gère, si vous voulez, le trésor public. Elle va gérer le trésor public. Et maintenant, éventuellement, pour éviter le risque de shitcoins, il peut donc mettre quelque chose qui circule à l'intérieur de la Centrafrique, qui peut être un Sango Coin, un Touadéra Coin, n'importe quoi, mais qui permet de protéger l'économie centrafricaine. Le fameux Crypto Island. Mais Crypto Island, pourquoi? Il appelle Crypto Island. C'est que vous êtes... En fait, le problème que nous avons, c'est qu'on est en pleine révolution, à la fois intellectuelle. N'oubliez pas que le professeur Touadéra, parce que ça peut-être c'est important de le préciser, c'est un expert de mathématiques quantiques et de cryptographie. Tout à fait. Donc, ceux qui développent ces choses-là, lui, il est leur enseignant. Et il enseigne depuis 1986. Donc, ce n'est pas un illuminé. Ce n'est pas un pur politique qui est en train de régler un problème. C'est un scientifique, expert du domaine, qui en parle. Et donc, quand il en parle, il dit, ce que nous allons faire, c'est l'application de ce que j'ai enseigné depuis 30 ans. Et ce pourquoi le monde me reconnaît comme un expert. Et du coup, vous avez là des éléments qu'on n'imagine pas, qui vont naître de cet écosystème-là. Lorsque vous parlez de Crypto Island, il s'agit clairement, d'abord, vous ne pouvez pas faire de tout ce qui est Bitcoin sans l'infrastructure. Or, comment il va avoir l'infrastructure? Mais l'infrastructure, il va la poser à travers cet écosystème très particulier. Il faut cette plateforme-là. Mais en fait, c'est le début de la fameuse banque digitale. Parce qu'il y a quelque chose qui passe par là. Que les gens oublient les histoires du trading. Nous sommes là, c'est un État. Et c'est une autre innovation qu'il introduit. Pour la première fois, on va avoir un État Bitcoin. Parce que contrairement au Salvador, l'État n'est pas Bitcoin. Là, on a un État Bitcoin. Tout à fait. Et en plus de cela, on va avoir une innovation qui va consister pour la première fois à gérer un budget public en Bitcoin, entièrement. Ça, l'État ne va pas le gérer dans son ministère, il va le gérer à travers sa fameuse banque. Merci à vous, docteur. Je pense qu'on reviendra sur cette thématique peut-être la prochaine fois, puisque le temps, bien sûr, nous tient à la gorge. On va rapidement, vous aurez 1 minute pour sortir rapidement de cette thématique. Peut-être avec, on dit la répétition est quand même la mère de la science, peut-être avec vous savez que les téléspectateurs nous écoutent et réagissent. On a par exemple ce message, les gens n'ont pas de l'eau propre.
Et maintenant, vous leur parlez de crypto-monnaie. Donc, c'est peut-être important, voilà, on va sortir à partir de ce message, peut-être pour mieux expliquer encore, pour qu'on comprenne pourquoi pas le bien fondé de ce projet présenté par le président centrafricain. En 1 minute d'avance. Oui, et très rapidement, il faut comprendre. Et c'est nous. Et ça, le cas d'école a été l'Afrique. Oui. Vous savez, des gens ont toujours pensé que nous sommes obligés de passer par toutes les étapes, passer par d'autres civilisations pour être développés. On n'est pas obligé de passer par cela. En d'autres termes, quand vous êtes à la maison, quand votre enfant utilise le smartphone plus que vous, l'enfant n'est pas obligé d'utiliser d'abord le desktop, ensuite le laptop, avant d'arriver au smartphone. C'est pratiquement cela. Et là, l'autre enfant n'est pas obligé de passer... Les gens, ils ont reproché beaucoup cela aux Africains. Les Africains sont pas obligés d'utiliser d'abord le téléphone filaire avant d'utiliser un smartphone. Oui. On passe directement au smartphone. En d'autres termes, c'est pas parce qu'on n'a pas de l'eau qu'on ne va pas regarder les technologies futuristes. Pourquoi? Parce que les technologies futuristes nous permettent d'avoir de l'eau. Vous savez aujourd'hui, la grande guerre, par exemple, par l'Ukraine, c'est des trucs qu'il faut toujours regarder. Vous avez vu, les Russes ont commencé déjà à utiliser des lasers qui peuvent éteindre les satellites. Ça résout beaucoup de problèmes. Vous savez, il y a la quête de l'espace qui est en train de... qui existe déjà entre les grandes puissances. Parce qu'il y a des minéraux extrêmement rares qui ne sont pratiquement pas sur Terre, qu'on peut trouver cela sur d'autres planètes. Et c'est parce qu'on voit très bien. Ça veut dire que, quand je n'ai pas besoin de revenir, tout à l'heure, vous avez fait, quand vous faites votre revue de presse tout à l'heure, vous avez fait allusion à l'hydrogène. Vous savez, l'hydrogène est pratiquement infini dans l'univers. L'hydrogène peut résoudre pratiquement tous les problèmes énergétiques que nous avons sur la Terre. Mais on n'est pas obligé de pouvoir faire un barrage, on n'est pas obligé de développer l'éolienne pour utiliser l'hydrogène. Pratiquement dans l'univers, c'est une ressource qui est abondante, exactement comme la mélanine, etc., etc. Je vais dire quoi? Il y a des problèmes qui peuvent... Je vais dire, quand on utilise les technologies du futur, il y a des problèmes qu'on résout. Parfois, on se dit, mais comment n'avons-nous pas pu trouver la solution à ceci? Pourquoi? Parce qu'on a de l'avance sur le temps. Et c'est exactement ce que l'État centrafricain est en train de faire aujourd'hui. Tout à l'heure, mes autres compagnies ont abordé les questions liées à la Banque centrale. Alors que chez nous, dans le contexte actuel, ce n'est même pas pensable. Ce n'est même pas pensable. Alors qu'ailleurs, déjà, on est en train de penser à cela. Et tout le monde a bien... Parce qu'il faut bien comprendre. Il y a bien souligné cela. Les gens sont en train de vouloir noyer le poisson. Jusqu'à présent, l'État centrafricain n'a pas encore créé des crypto-monnaies. Le Sango n'est pas une crypto-monnaie. En fait, ce que l'État centrafricain, le HOP qui est en train de mettre en place, c'est comme une forme de zone franche qui va inciter les investisseurs de crypto-monnaies de par le monde entier. Je dis bien le monde entier, de venir sur le continent africain, notamment en Centrafrique, avec leur argent. Parce que pour que le Chinois, comme je l'ai dit, pour que l'Iranien, qui est confronté à beaucoup de difficultés quand il veut investir, alors qu'il se fait beaucoup d'argent en milliards de dollars, quand il exporte du pétrole, quand il veut diversifier l'économie, c'est ça que ça se passe dans l'économie parallèle. Il n'a pas besoin de réfléchir. Il prend son avion, il atterrit en Centrafrique, il investit avec son téléphone portable, sans passer par la banque d'enfants, sans être contrôlé par qui que ce soit. C'est de ça qu'il s'agit. En d'autres termes, en implémentant cela, si on le fait objectivement, ça va être extrêmement difficile, mais c'est possible. La Centrafrique peut pouvoir se développer extrêmement rapidement par rapport aux nations qui peuvent faire rester dans le classique. Merci à vous, Dalvaz, docteur Ndouma. En 1 minute pour sortir. Alors, les gens n'ont pas de l'eau propre, mais on leur parlait de Bitcoin. De crypto-monnaie. De crypto-monnaie. Oui. Alors, il faut savoir que pour avoir de l'eau propre, il faut avoir suffisamment de moyens pour investir. La crypto-monnaie du moins le Bitcoin, voilà, va permettre à ce que... Et jusqu'à présent, pendant plus de 60 ans, si la personne constate toujours qu'on n'a pas de l'eau propre, ça veut dire que tout ce qu'on a essayé avant n'a pas marché. Voilà. Avec le Donc on essaye également maintenant, avec les crypto-monnaies, le Bitcoin en particulier, donnons 3, 4, 5 ans, la personne verra qu'il y aura de l'eau propre. Voilà. Est-ce qu'on peut faire des dons par la crypto-monnaie? Oui, bien sûr. C'est un autre message. Oui, ça se fait tous les jours. Ça se fait tout le temps. Il faut juste communiquer son wallet, l'adresse de son wallet, l'adresse publique. Et puis, on vous envoie les dons directement là-bas. Hein. Et je continue en disant, vous pouvez convertir. C'est pour ça que le CFA, pendant qu'il traîne encore là, les derniers balbutiements, on va convertir pour pouvoir... voilà. Pendant qu'il est en agonie. Oui, pendant qu'il est en agonie, ça permettra qu'on convertisse. Docteur Yom, en 1 minute pour sortir. Non, mais on a répondu à cette question de l'eau. Justement, l'adoption du Bitcoin, c'est pour donner de l'eau. Parmi les projets que le président centrafricain, parmi ces projets, c'est 5000 châteaux d'eau, 20 000 bornes fontaines dans la Centrafrique. Et tout ça va être financé par le fait que désormais, il va y avoir ce flux
de Bitcoin, tous les revenus, les devises de la Centrafrique seront contrôlés par la Centrafrique. Je prends un exemple rapide que je leur ai proposé pendant cette conférence. 25 tonnes d'or, ça fait exactement 967 milliards de francs CFA au cours actuel. Si vous les passez par le système CFA, la Centrafrique va toucher 145 milliards sur 967, avec un peu de chance. Si vous les passez par le Bitcoin, la Centrafrique a 967 milliards à investir. On donnera de l'eau à ce monsieur. En une minute, Paul est là. Non, mais il est clair que l'eau de la crypto-monnaie va couler après. Et donc, du moment où c'est un système qui ne s'assèche pas, qui ne connaît pas le désert, il faut tout simplement... Non, il faut bien que les gens comprennent que... j'ai toujours dit ça, hein, je l'ai souvent dit d'ailleurs à longueur de plateau, d'articles, d'interventions. Il ne faudrait pas que les gens pensent que quand on parle de la question monétaire, de la souveraineté monétaire, que c'est quelque chose d'aérien et que ça ne concerne pas leurs problèmes du quotidien. C'est ça. La souveraineté monétaire ou son absence de souveraineté monétaire, comme dans nos zones de francs CFA, Oui. ce problème de souveraineté-là est à l'origine de tous les problèmes des Africains qui dépendent du CFA. On va me dire, mais il y a des pays qui sont hors CFA, mais qui souffrent. Mais en réalité, la souveraineté monétaire, c'est une chose, et la capacité d'implémentation et de gestion de cette monnaie, c'est autre chose. Mais il faut commencer par la souveraineté monétaire, parce que sans souveraineté monétaire, il n'y a pas de développement qui tienne. Et avec ta permission, j'enchaîne en disant que le développement, qui est le mot de l'écho, parce que je sais que tu n'as plus de temps. Oui, non, on va prendre le mot de l'écho. Voilà. Dès que tu termines, donc, c'est obligatoire. C'était juste pour dire que Oui. on ne peut même pas commencer à parler de développement quand on n'a pas de souveraineté monétaire. Ça n'existe juste pas, il faut oublier. Et quand on dit développement, ça veut dire avoir de l'eau, ça veut dire avoir de l'électricité, ça veut dire aller à l'école, se soigner décemment et vivre. Ça nous permet de prendre il la faut. transition et revenir rapidement pour le mot de l'écho. J'ai cru que comme le temps courait là, j'allais t'aider. Eh bien, justement, le mot de l'écho, on parle de développement, Paul est là une fois de plus. Quand est-ce qu'on parle de développement et pourquoi est-ce qu'on dit, puisqu'on n'a plus assez de temps, pourquoi est-ce qu'on dit qu'un pays est développé? Pour le cas africain, qu'est-ce qui rentre dans le développement? Voilà. Alors, nos téléspectateurs ont entendu plusieurs fois ici développement, développement, développement. Et Oui. c'est bien qu'on mette un point d'orgue là-dessus pour expliquer en mots simples ce que c'est. En réalité, le développement, c'est une mutation positive. C'est qu'on part d'un point à un autre qui est meilleur, mais qui inclut en réalité toutes les composantes de la société qui contribuent au bien-être des populations. Aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que l'objectif de toute politique économique, ce n'est pas l'accumulation du capital, Oui. qu'il soit matériel, monétaire ou tout ce qu'on veut. C'est le bien-être des populations. Que les populations puissent avoir accès à tous les éléments qui contribuent à leur épanouissement. Ça veut dire accès à la santé, accès donc à des plateaux techniques dans des hôpitaux, ça veut dire accès à l'éducation, pas seulement en quantité mais en qualité, Oui. ça veut dire pouvoir se nourrir, se vêtir, se loger décemment, c'est pouvoir avoir, pardonnez le pléonasme, un pouvoir d'achat qui soit à même de satisfaire non seulement les besoins basiques, mais même ses loisirs. Donc, un pays est dit développé quand il évolue dans le sens justement de l'amélioration des conditions de vie des populations en passant d'un point A à un point supérieur qui est B. Et il faut dire que la notion de développement, malheureusement, qui nous est imposée par les institutions précisément de Bretton Woods et encore précisément la Banque mondiale, sont extrêmement biaisées parce que cette notion de développement privilégie la dimension de capital. Parce que justement, les nations qui prônent ces notions-là sont des nations purement capitalistes. Parce qu'elles mettent en accent le cumul ou l'accumulation des biens matériels. C'est pour ça qu'ils vont mettre l'accent particulièrement sur le PIB, le produit intérieur brut, qui est la création de valeur, donc la somme des valeurs ajoutées dans un environnement donné. Et ils vont au détriment donc des valeurs en réalité d'équilibre psychologique, de bien-être, de santé. C'est pour ça d'ailleurs que le programme des Nations Unies a créé un autre indice,
un autre indicateur qui s'appelle l'IDH, l'indice de développement humain, qui tend à restituer ou alors à rectifier le concept trop matérialiste du PIB, qui était le seul agrégat qui parlait de développement, pour maintenant, à la dimension économique de développement, ajouter la dimension de bien-être dans toutes ces composantes, santé, éducation, loisirs, ainsi de suite. Voilà, donc, la Banque mondiale définit qu'un pays est pauvre. La notion de développement est aussi liée, souvent, je l'ai dit tout à l'heure, à la notion de création de richesse. Mais, une fois de plus, ces concepts sont assez biaisés par la vision sous le prisme du capitalisme à outrance, où la Banque mondiale, justement, sous ce prisme-là, définit un pays pauvre comme ayant le volume de population qui vivent en deçà qui ont moins de 2 dollars par jour. Et plus on a des gens, plus le volume de population qui a moins de 2 dollars par jour est important, plus on parle d'un pays pauvre. On a parlé de la Centrafrique aujourd'hui. La Centrafrique est tout sauf un pays pauvre, contrairement en fait aux orientations que veulent nous imposer ces institutions. Merci à vous, Paul Elard. Merci d'avoir été avec nous. C'est bien sûr avec ces propos qu'on sort aussi de cette émission. Merci. On rappelle que vous êtes économiste financier également. Merci d'avoir été avec nous. Dr Davares Goudjou, économiste également. Merci à vous d'avoir répondu présent à cette invitation. Dr Yom Timba, merci beaucoup. Le développement et l'amélioration continue des standards de vie. Merci. Merci pour ce rappel. Et bien sûr, le docteur Ndouma, merci à vous d'avoir été avec nous. On espère que vous serez des nôtres certainement pour d'autres. Ce sera un plaisir renouvelé, madame. Et une petite chose, il n'y a pas, parce que je l'ai déjà dit, non, c'est important, à sa suite, il n'y a pas de développement exogène. Le développement est d'abord endogène et il est basé sur une réalité culturelle propre. Tant que la culture est extravertie, il n'y a pas de développement. Merci. Voilà. Donc, merci à vous, chers téléspectateurs, également, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette autre édition du Grand Débat économique sur For You Télévision. Une fois de plus, passez un agréable moment en compagnie de nos programmes. Au revoir.